Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce 15e colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables. Un syndicat qui fête cette année ses 20 ans et qui profite de l'occasion pour changer de logo. Vous pouvez découvrir sur l'écran et sur tous les documents qui vous ont été distribués les nouvelles couleurs du syndicat. Alors ce colloque, beaucoup d'entre vous le connaissent par cœur, réunit chaque année à sa tribune des acteurs majeurs, et c'est d'autant plus vrai cette année. Beaucoup de personnalités politiques nous ont fait l'honneur de venir intervenir, donner leur point de vue, leur position sur cette transition énergétique qui se prépare. Une année lourde, une année en France avec un projet de loi de transition énergétique qui devrait voir le jour, on l'espère, avant la fin de l'année. Le thème choisi cette année du colloque est presque une promesse: énergie renouvelable, un remède face aux crises. Le monde est au chevet de la finance, de l'économie, de l'industrie, de l'emploi, et les acteurs des énergies renouvelables proposent des remèdes simples, des remèdes naturels, abondants. Tout va être une histoire de dosage et de conviction. Parce que malgré les retours d'expérience qui vont être présentés aujourd'hui, malgré les résultats, certains doutent encore de l'efficacité de ces remèdes. Donc pour poser un diagnostic aujourd'hui, le CER vous a préparé un programme. 40 spécialistes de l'énergie en général et des renouvelables en particulier vont venir devant vous témoigner, analyser, débattre, proposer des solutions. Il y aura des grands groupes, certes, vous l'avez vu sur le programme, mais relisez bien, il y a aussi des PME, des TPE qui vont venir s'exprimer, qui vont vous dire comment elles ont osé partir à l'export et proposer des produits Made in France. Elles viendront témoigner dans les différentes tables rondes. 4 tables rondes au total. Comme l'année dernière et l'année d'avant, je partagerai l'animation avec mon collègue animateur immortel Éric Orsena, qui prendra en main la première table ronde sur les enjeux de société. On embrayera ensuite sur une table ronde sur les aspects économiques, puis cet après-midi sur réalité industrielle, réalité sociale, réalité en termes d'emploi, et enfin la dernière table ronde consacrée à ce projet de loi d'orientation. Jean-Louis Bal est président du syndicat des énergies renouvelables. Je lui laisse la place pour ouvrir ce 15e colloque, après vous avoir demandé la traditionnelle faveur de courtoisie électronique. Merci d'anesthésier vos portables jusqu'à l'heure du déjeuner. Merci pour les intervenants, merci pour vos voisins. Jean-Louis Bal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Messieurs les ministres britanniques, allemands, marocains et turcs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus, Mesdames, Messieurs les congressistes et chers adhérents, je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce jour pour le 15e colloque du syndicat des énergies renouvelables, dont la tonalité est plus que jamais planétaire. Nous vivons en effet une véritable mondialisation des énergies renouvelables qui représente des investissements de plus en plus importants aux 4 coins du globe, avec pour objectif l'approvisionnement énergétique, évidemment, mais également le développement de filières industrielles et bien sûr la plus que jamais nécessaire lutte contre le changement climatique. Je voudrais dire à ce sujet que même si l'urgence climatique est réelle, voire dramatique, il n'est pas trop tard pour agir. Jean Jouzel et Michel Jarraud reviendront certainement sur cette question dans la première table ronde qui sera orchestrée par notre fidèle ami Éric Orsena. Nous sommes particulièrement honorés de la venue des ministres étrangers, allemands, anglais, marocains et turcs, qui rappellent que le développement des énergies renouvelables constitue désormais un volet de stratégie énergétique nationale. Qui l'eût cru il y a encore une dizaine d'années? Monsieur Dominique Ristori, directeur général de l'énergie à la Commission européenne, nous rappellera que l'Europe devra beaucoup mieux coordonner ses efforts en la matière. Et Madame Maria van der Hoeven nous donnera, au nom de l'Agence internationale de l'énergie, la vision mondiale des énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique. La France ayant été officiellement
nommé pays hôte de la 21e conférence sur le climat en 2015, je suis ravi que ce colloque puisse réunir un plateau international d'une telle qualité pour engager la réflexion sur les énergies renouvelables dans ce difficile combat contre le changement climatique. Ce dont je suis sûr, c'est que les énergies renouvelables, qu'elles soient destinées à la production d'électricité, de chaleur, de froid ou destinées au transport, joueront un rôle fondamental dans cette lutte, le premier après l'efficacité énergétique. Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, nous donnera tout à l'heure plus de détails sur le sens que le gouvernement souhaite donner à ce rendez-vous décisif. En tout état de cause, l'accueil d'une telle conférence à Paris est une lourde responsabilité qui honore la France, puisqu'elle s'est proposée spontanément pour recevoir la communauté internationale. Mais cela signifie notamment que notre pays devra être exemplaire dans la lutte contre ses propres émissions de gaz à effet de serre. Et pour venir à notre problématique française, permettez-moi de commencer de battre à nouveau en brèche le poncif à la mode qui stipule que les énergies renouvelables, notamment françaises, seraient responsables des perturbations du marché de l'électricité européen. J'ai eu l'occasion, lors d'une tribune parue dans les Échos en tout début d'année, de rappeler que nos énergies électriques françaises ne sont en rien responsables d'un dysfonctionnement du marché de l'électricité. L'anomalie des prix très bas, voire négatifs, est imputable à 3 facteurs qui, mélangés, constituent un cocktail particulièrement détonnant. Décroissance de la consommation liée à la crise économique, capacité de moyens thermiques fossiles bien supérieure aux prévisions, notamment les prévisions de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, compétitivité retrouvée du charbon par le jeu du marché et par la très faible valeur des quotas CO2, tout cela donne une fragilisation très forte des centrales au gaz. Voici l'équation économique qui explique la difficile période que traversent certains actifs de production d'électricité à partir du gaz. C'est une situation qui ne réjouit personne dans la mesure où ces centrales au gaz sont, après l'hydroélectricité, le meilleur complément de nos énergies renouvelables. Ça ne réjouit pas le syndicat des énergies renouvelables. Mais une fois encore, les causes ne sont pas imputables à nos énergies renouvelables électriques françaises. Je ne souhaite pas rentrer dans un débat technique, mais cessons de stigmatiser la vingtaine de térawattheures produites en France en 2013 à partir de l'éolien et du solaire, qu'il faut mettre en regard d'une production totale de 550 térawattheures. En revanche, il faut s'atteler à régler prioritairement la problématique du fonctionnement du marché et assurément la mise en place d'un prix du CO2 pérenne, progressif, à un niveau suffisant doit être l'ambition collective pour assurer une rentabilité à l'ensemble des actifs de production qui concourent à la lutte contre le changement climatique et à la sécurité d'approvisionnement. D'une façon générale, nous devrons également réfléchir à la transformation du modèle de marché, du market design, dont l'architecture est aujourd'hui construite pour des installations à faible capex et à OPEX élevé, et donc plutôt aux installations fossiles, celles-là même que l'on souhaite écarter à terme pour d'évidentes raisons climatiques. Permettez-moi maintenant de porter un regard nettement plus positif sur les forces de nos filières. Toutes les énergies renouvelables sont un facteur de progrès pour nos sociétés lorsque les conditions de leur développement sont optimales et que le pilotage est finement réglé et stratégique. Elles nous permettent de réduire notre déficit commercial si lourdement grevé par notre facture énergétique et de créer des filières riches en emplois. Oui, il est de bonne gestion d'investir dans les filières de la biomasse, qu'elles soient solides ou gazeuses, dans la géothermie. Ces filières nous permettent de réduire les importations de combustibles fossiles. Pour ce faire, il est urgent
d'amplifier les moyens du Fonds Chaleur de l'ADEME, car chaque euro de subvention publique distribué par le Fonds Chaleur permet d'éviter 7 € de facture de gaz importé, et ce, au prix d'aujourd'hui. Cet effort sur le Fonds Chaleur doit être accompagné d'un vrai plan de mobilisation de la biomasse. Je pense que le député Jean-Yves Collet reviendra sur ce point cet après-midi. Oui, les énergies solaires et l'éolien doivent nous permettre de construire de nouvelles filières industrielles exportatrices françaises, quand dans le monde, en 2012, 75 000 mégawatts de ces technologies ont été installés en une seule année, un chiffre qui devrait être légèrement inférieur en 2013, le ralentissement de l'éolien n'ayant été que partiellement compensé par la nouvelle accélération du photovoltaïque. Pour participer à ce concert mondial, nous avons à organiser un marché national qui soit dynamique et crédible. Oui, l'hydroélectricité est une filière énergie renouvelable sur laquelle notre pays doit continuer à parier sans tergiverser, car cette forme de production d'électricité est précieuse pour le système électrique, par sa capacité à stocker l'énergie et à injecter rapidement de fortes puissances sur le réseau sans émission de CO2 en cas de variation de l'équilibre offre-demande. Elle compte de plus des industriels français parmi les plus performants dans le monde. Oui, les énergies marines renouvelables constituent une filière industrielle stratégique avec des acteurs nationaux de toute taille et qui sont dans les starting blocks. Oui, il faut soutenir plus que jamais les énergies renouvelables dans les départements et collectivités d'outre-mer, car l'électricité y est très chère, carbonée et importée. Par ailleurs, ces territoires sont de véritables laboratoires pour expérimenter en vraie grandeur les technologies novatrices de stockage et de réseaux intelligents que l'on pourra ensuite généraliser sur la métropole et à l'exportation. Oui, il faut soutenir toutes les formes de biomasse dans le secteur du transport, biocarburants et biométhane, et si l'idée saugrenue d'assujettir ces formes d'énergie à une taxe carbone devait perdurer, nous demandons que les aides prennent en compte cette ineptie juridique et compensent l'écart artificiel ainsi créé. Mais la rationalité commanderait de ne soumettre que les émissions de carbone minéral à cette taxe. Oui, les énergies renouvelables, installées au cœur du bâtiment, luttent contre la précarité énergétique et diminuent fortement les émissions de ce secteur. Le plan bâtiment durable, ses réglementations et ses incitations financières se doivent de faciliter l'installation d'appareils de chauffage au bois, de pompes à chaleur, de panneaux solaires thermiques performants, de photovoltaïque, dans le résidentiel, dans le tertiaire, en rénovation comme en construction neuve. Nos filières ont beaucoup d'atouts et nous devons continuer à construire des champions industriels, comme l'a rappelé le président de la République lors de la conférence environnementale. Je salue d'ailleurs l'initiative des 34 plans industriels, dont 3 d'entre eux, au moins, concernent directement les énergies renouvelables. Mais revenons à l'actualité. Monsieur le ministre, vous avez souhaité ouvrir une consultation sur l'évolution des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques. Le syndicat des énergies renouvelables participe déjà activement à la réflexion, mais nous souhaitons poser quelques préalables. Et je pense que ces préalables sont déjà bien entendus. Cette évolution devra être progressive, car, comme je l'ai rappelé, la situation française et le taux de pénétration des énergies renouvelables électriques variables ne justifient pas de travailler dans la précipitation. Les marchés, en particulier solaires et éoliens, ont connu des baisses sensibles ces 2 ou 3 dernières années. Prenons donc le soin de relancer la machine avant tout changement de règle. Cette évolution, ces projets d'évolution ne doivent pas compromettre notre capacité à atteindre les objectifs de 2020. Nous croyons à une embellie à très court terme pour l'énergie éolienne, car nous vous savons
très mobilisés dans le rétablissement d'un arrêté tarifaire opérationnel et le travail de simplification de l'encadrement réglementaire semble bien engagé. Dans le solaire, vous avez annoncé des volumes pour les années à venir. Nous attendons certes quelques précisions, mais ne brisons pas dans l'œuf cet espoir de relance. Cette évolution doit préserver la confiance des investisseurs. Nous raisonnons sur des projets très capitalistiques. Il nous faut donc des mécanismes qui soient lisibles, stables et pérennes. Et d'ores et déjà, nous excluons avec force 2 propositions qui sont apparues dans les différentes consultations, notamment celle qui a été lancée par la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. La première, le passage à un système de certificats verts n'est pas acceptable à nos yeux, car dans les pays où il a été mis en œuvre, il a créé plus d'incertitudes que n'importe quel autre système. Nous n'en voulons pas. Les systèmes basés sur le concept fumeux de la neutralité technologique, qui vise à faire concourir indistinctement les technologies entre elles, cette neutralité technologique est le produit d'une réflexion ultralibérale, sans aucune vision de développement de filières industrielles émergentes. Nous n'en voulons pas. Par ailleurs, le syndicat souhaite rappeler que toute modification de mécanismes de soutien aux énergies renouvelables devra être accompagnée par 3 mesures fortes et transversales. La première d'entre elles, c'est l'accompagnement financier. Toute réforme sur les mécanismes de soutien doit être accompagnée par un soutien de la Banque publique d'investissement, qui doit être la banque publique de la transition énergétique. Le syndicat a d'ores et déjà transmis ses recommandations de pistes concrètes à la BPI France, garantie bancaire, offre BPI unifiée en région, augmentation de la durée des crédits, refinancement des banques privées auprès d'une institution bancaire publique, formalisation de standards par technologie et énergie renouvelable pour faire baisser les coûts des études de due diligence. Nous avons également des propositions pour l'innovation et le financement en capital. Et enfin, BPI France doit être un outil à l'export, car nos acteurs ont besoin de prêts concessionnels compétitifs pour prendre des parts de marché à l'international. La deuxième condition nécessaire, c'est la simplification administrative vraiment drastique. La complexité administrative est génératrice de coûts pour toutes nos filières. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les coûts administratifs d'un projet solaire dépassent parfois le coût des panneaux eux-mêmes. Et donc, nous voulons préserver un haut niveau d'exigence environnementale, protéger la liberté des tiers à faire valoir leurs droits individuels, mais cela n'empêche pas de simplifier drastiquement les conditions réglementaires applicables à toutes nos installations. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement a enclenché une dynamique positive en matière de simplification des procédures. Nous saluons cette démarche vertueuse, mais il faut aller bien au-delà des expérimentations régionales et généraliser ces premières démarches intéressantes sans trop attendre. Le travail de fond devra analyser les procédures redondantes, procédures qui sont incompatibles avec le rythme normal de développement de projets. La question, par exemple, de la soumission des éoliennes au permis de construire doit être posée. La troisième condition est l'allègement des charges imputables aux installations de production d'énergie de sources renouvelables. Aujourd'hui, les charges sont lourdes et l'effort demandé aux producteurs sur la question des mécanismes de soutien doit absolument être accompagné d'une baisse des charges comme la fiscalité ou la prise en charge par le producteur d'une part trop élevée des coûts de raccordement. Ceci concerne toutes les filières, mais je prendrai un exemple emblématique. Une diminution temporaire de la fiscalité locale sur les nouveaux projets hydroélectriques permettrait de déclencher des investissements et donc de générer des rentrées pour les collectivités, certes moins importantes, mais réelles et non théoriques. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
En guise de conclusion, je voudrais rappeler que le développement des énergies renouvelables est un projet mobilisateur et fédérateur. Nous avons vécu une année de débat en 2013 et pour nous, le débat citoyen est aujourd'hui terminé. Et même s'il n'a pas abouti à un consensus, ce qui aurait été étonnant, les conclusions peuvent être tirées. Il faut maintenant enclencher une nouvelle dynamique par les canaux classiques et le débat parlementaire. Nous comptons beaucoup, à cet égard, sur votre volontarisme, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous qui nous avez montré tous les mois votre attachement à la transition énergétique à l'occasion des Mardis de l'avenir que vous avez pris l'initiative d'organiser. Je crois profondément que l'impératif de lutte contre le changement climatique et l'aventure industrielle des énergies renouvelables sont deux ambitions, deux projets que nos concitoyens approuvent. Le temps des décisions est donc venu et elles ne doivent pas toutes attendre la loi sur la transition énergétique. À l'heure où la désillusion, le repli sur soi et certaines formes d'obscurantisme sont malheureusement de retour et gagnent même la rue avec des slogans que nous n'avions pas entendus depuis des décennies, nous pensons que de grands projets, et la transition énergétique en est un, sont de nature à redonner à nos concitoyens de toutes générations, mais en particulier à notre jeunesse, les raisons de croire en un avenir meilleur. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Louis Bal pour cette feuille.